crois que c'est des chefs d'accusation qui n'ont pas de fondement du point de vue du droit. M. Laurent Gbagbo aujourd'hui est à la haie par la simple volonté politique des impérialistes du monde. M. Gbagbo incarne une tendance de gouvernance qui peut sauver l'Afrique de toute suggestion des pouvoirs impérialistes du monde. Et ces pouvoirs-là ont décidé de mettre un terme, vaille que vaille, au règne de ce nouveau type de pouvoir en Afrique. C'est comme ça qu'il faut comprendre le procès qui est fait à M. Gbagbo aujourd'hui. Donc, l'habillage politique qu'on fait et la réalité sont deux choses différentes. Aujourd'hui, je considère que tous ces chefs d'accusation-là sont des habillages qu'on essaie de trouver. Et c'est pourquoi d'ailleurs la défense n'a pas de problème pour démonter tour à tour ces chefs d'accusation. Bien entendu, M. Gbagbo Laurent est d'abord et avant tout le président du Front populaire ivoirien. Donc il n'y a personne mieux que le Front populaire ivoirien à connaître M. Gbagbo Laurent en tant qu'être humain, dans sa pensée politique et dans tout le combat qu'il a mené jusqu'à ce jour. Donc, nous avions une lourde responsabilité, c'est d'instruire tous les avocats chargés de la défense de M. Gbagbo. C'est ce que nous avons fait à travers des documents qui existent, qui sont autant de preuves qu'il y a des faits en Côte d'Ivoire. Maître Altritt, qui dirige le pool d'avocats chargés de la défense du président Gbagbo, n'est pas un Ivoirien. Il n'a pas vécu ici pendant les faits. Nous, militants du Front populaire ivoirien, nous sommes non seulement acteurs, mais victimes de la situation, et nous avons au mieux raconté la situation que la Côte d'Ivoire a connue pour que Maître Altritt et tous ses collègues puissent défendre le président Gbagbo. Il y avait des vidéos, il y avait des photos, il y avait des documents que nous avons pris en Côte d'Ivoire, mais des documents aussi que nous avons produits pour faire la synthèse sur tout ce qui s'est passé. Oui, écoutez, nous sommes un pays indépendant depuis 1960. Aujourd'hui, nous devons pouvoir avoir une armature juridique capable de juger tous les faits dans ce pays. Nous sommes à plus de 50 ans d'indépendance. C'est à désespérer des Africains si après 50 ans d'âge d'indépendance, on est encore incapable de juger les faits de droit commis sur notre sol. C'est une honte pour l'Afrique entière et pour la Côte d'Ivoire en particulier d'envoyer un de ses fils dans une autre juridiction d'un autre pays. C'est des hommes et des femmes comme nous, qui sont allés à l'école comme nous. Comment se fait-il que 50 ans d'indépendance après, c'est encore ailleurs que nous allons chercher la justice? De ce point de vue-là, je choisis la justice de mon pays. Vous savez, juger le président Gbagbo en Côte d'Ivoire, c'est aussi un jugement de notre justice. Il n'y a que par l'étalage de nos tares que nous pouvons nous en sortir. Si M. Gbagbo Laurent est jugé en Côte d'Ivoire et que le monde entier constate que notre justice est injuste, que notre justice n'est que la justice des vainqueurs, eh bien, ça sera ça pour dire plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Mais au moins, que notre justice essaie de s'exprimer pour qu'on corrige. D'abord, je crois qu'en tant qu'Ivoirien, je n'ai pas besoin d'un procès pour comprendre ce qui s'est passé.
je suis personnellement contre un procès à la suite de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Car la question qu'on peut se poser simplement est de savoir qui juger. Car en réalité, à qui la faute par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Nous avons été incapables de vivre notre fraternité comme il se doit. Nous avons été incapables de dépasser nos crises de croissance. Et nous sommes allés à la guerre. Cette guerre-là a commencé il y a très longtemps. Certains voudraient faire commencer ça le 19 septembre 2002. D'autres font commencer ça après les élections. Mais non, c'est depuis les indépendances que les crises de croissance ont commencé. Il y a eu une accumulation de faits. Certains ont parlé de crise identitaire, d'autres ont parlé de crise foncière, que sais-je encore, mais il y a des crises de cohabitation. N'oubliez pas que le tracé colonial a regroupé sur ce lopin de terre appelé Côte d'Ivoire là plusieurs cultures, avec ce qu'on peut appeler les chocs de culture, etc., qui sont autant de causes de crises de croissance. Nous aurions dû nous asseoir et assumer notre histoire, mais nous n'avons pas été tous capables de dépassement. Moi, je suis un souverainiste, je suis un indépendantiste. Je suis fier de l'indépendance de mon pays. Je ne choisirai jamais une autre juridiction par rapport à la juridiction de mon pays. Cela veut dire que je jette moi-même librement un discrédit sur mon propre pays. Je n'en ai pas le droit. Les autres qui sont arrivés à un niveau enviable là, ils ont fait des efforts. Mais ce n'est pas parce qu'il peut y avoir une injustice ou quoi que ce soit que je dois fuir mon pays. Je prends mon pays, la Côte d'Ivoire, comme elle est. Je suis un perfectionniste. Il faut que la Côte d'Ivoire se perfectionne pour qu'un jour, on ait une juridiction parfaite. Mais ce n'est pas en fuyant notre juridiction que nous allons la perfectionner. Nous sommes encore en pourparlers avec le pouvoir. Je ne peux pas dire que nous avons fini. Donc, il n'y a pas de communiqué final, il n'y a pas de décision finale. Pour le moment, nous avons identifié les différents problèmes. 4 commissions ont été créées et au sein de ces commissions, il y a eu un point de discussion. Maintenant, nous sommes à un deuxième niveau du dialogue, au niveau des décideurs, à savoir le président du Front populaire ivoirien et le Premier ministre Kablan Duncan. Il y aura un troisième niveau, c'est au niveau du président de la République. Il faut bien que dans l'intérêt du pays, ils prennent une position claire et définitive par rapport aux différents problèmes qui ont été identifiés. Comme nous ne sommes pas encore arrivés au terme de ce processus, je ne peux pas dire aujourd'hui que nous n'avons rien obtenu, que nous avons obtenu quelque chose. Ce serait trop tôt de le dire. Mais je garde grand espoir que dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, le président Ouattara, qui est le dernier recours, saura prendre des décisions justes pour répondre aux aspirations du Front populaire. Voyez-vous, une discussion, un dialogue, c'est un jeu. Dans un jeu, on essaie de pousser le protagoniste ou celui avec qui on joue dans des situations qui font qu'on gagne ou on perd quelque chose. Le pouvoir est en train de jouer avec le Front populaire ivoirien. Il faut avouer que nous n'avons pas attendu la fin des discussions pour organiser un meeting à travers notre jeunesse.
le pouvoir n'a pas attendu la fin des discussions pour fixer la date des élections. Et le pouvoir continue même d'arrêter les militants du Front populaire ivoirien. Simplement, cela obéit à la logique des rapports de force qui sous-tendent toute discussion. Voyez-vous, le pouvoir veut démontrer qu'il est un pouvoir fort, puissant, qu'on ne peut influencer. Nous voulons aussi démontrer que nous sommes forts. C'est une question de rapport de force. Et la démonstration est faite. Et c'est cette démonstration-là qui conduit la discussion. Nous sommes des enfants des élections. A priori, nous sommes partants pour toutes les élections, mais pas pour n'importe quelle élection. Nous disons toujours qu'il faut des conditions démocratiques pour que nous participions à des élections. Si les conditions ne sont pas démocratiques, nous ne participons pas. Depuis que M. Gbagbo a créé le FPI en 1988, l'opportunité d'appartenir à des gouvernements, de participer à des élections, les opportunités ont été offertes à M. Gbagbo et au Front populaire ivoirien. Mais tant que les conditions n'étaient pas démocratiques, M. Gbagbo n'a jamais participé à une élection en Côte d'Ivoire. Il n'est jamais entré dans un gouvernement en Côte d'Ivoire, jusqu'à ce que les conditions soient remplies pour pouvoir être dans le premier gouvernement de M. Guy Robert. Aujourd'hui, c'est la même chose. On nous demande de participer à des élections nationales ou locales. Nous disons, est-ce que les conditions démocratiques sont remplies? La CEI, sous sa présentation actuelle, n'est pas la CEI normale. C'est une CEI de circonstances dont le terme de la mort avait été prévu par les textes. Aujourd'hui, il s'agit de dissoudre cette CEI et de recomposer la CEI sous une nouvelle formule. Nous l'exigeons. Cela n'est pas encore fait. Au plan sécuritaire, aujourd'hui, c'est des forces pro-Ouattara qui déambulent partout sur le territoire national. Il n'y a pas une armée nationale. Il y a des armées en Côte d'Ivoire. Imaginez-vous, il y a des pro-Ouattara, il y a des pro-Gbagbo, des pro-Bédié, des pro-Soro, des pro-Ibé. Alors, lorsque moi, militant du Front populaire ivoirien, responsable à un certain niveau, je sors dans la rue, j'ai une chance sur 5 de tomber sur un pro qui m'est favorable, au niveau des militaires, des forces armées. Voyez-vous que quand je sors, donc, je n'ai pas le cœur net. Dans ces conditions, voulez-vous qu'on aille aux élections? Regardez récemment le meeting de la JFPI qui a été réprimé, alors qu'on ne peut pas participer à des élections sans faire de meeting. On ne peut pas faire de meeting. Les conditions sécuritaires ne sont pas garanties. À quelle élection vous voulez qu'on aille? Donc, en 2015, nous sommes a priori pour aller à des élections, mais si en 2015 les conditions sont telles que c'est aujourd'hui, eh bien, nous allons aviser. Aucune alliance n'est à rejeter a priori. Je vous rappelle que nous étions en alliance avec le RDR. On a créé le Front républicain. 1994, 1995, on a boycotté les présidentielles de 1995 ensemble. Aucune alliance en politique n'est à exclure. Et les alliances sont d'ailleurs à rechercher. Nous rechercherons des alliances. En politique, faire cavalier seul, ce n'est même pas souhaitable. Absolument. Nous regarderons dans tous les sens et nous chercherons des alliances. Nous avons créé le CNRD, la LMP, nous sommes allés au présidentiel de 2010 en alliance avec plusieurs partis. Le PDCI n'est pas exclu. Vous savez, la question de l'extradition est une question de droit.
L'extradition obéit à des principes. Entre d'abord la Côte d'Ivoire et le Ghana, il n'y a pas de relation d'extradition. C'est d'abord la première chose qu'il faut retenir. Cependant, lorsque vous avez des exilés qui bénéficient de tous les droits d'exil au Ghana, effectivement, ils sont protégés par des rapports de droit. Est-ce que je dois donc dire que les extraditions qui se font un peu à l'emporte-pièce, c'est parce que les concernés ne remplissent pas les conditions de droit. C'est une question que je me pose. En tout cas, je ne jeterai pas la pierre au Ghana. Pour le moment, il y a eu le cas Blegoudé, il y a eu le cas Abbaye et le cas du Beaupieu. Oh, c'est beaucoup, mais c'est peu. Nous avons près de 30 000 exilés. Ce n'est pas pour toi que nous allons sacrifier tout le reste. Je voudrais d'ailleurs remercier le Ghana pour son hospitalité. Donc, jusqu'à ce que le Ghana nous démontre que le Ghana a rompu avec ses vieilles habitudes de pays de droit, pour le moment, nous sommes en train de nous interroger sur les raisons profondes qui expliquent ces extraditions, disons, rapides, qu'on ne peut pas comprendre a priori. Le niveau de responsabilité ne me permet pas de me jeter dans des appréciations hâtives. Non, il me faut des preuves. Je n'ai pas de preuves. Pour le moment, je ne fais que me poser des questions. Entendu. Oui. Merci, monsieur le ministre. Merci.